Donc, Je vous laisse. bonjour à toutes et à tous. Merci Julie. Donc Axel Haro, délégué régional à la prévention, mais aussi donc sur le secteur Aquitaine-Midi-Pyrénées, mais aussi coordinateur technique au niveau national pour Prévensem. Donc c'est une fonction support pour mes collègues, mais aussi pour vous, et en particulier au travers de la veille réglementaire. Et donc c'est un peu l'objet de la discussion. On va peut-être juste faire un petit tour de table avant de commencer sur le réglementaire. Bonjour, Emmanuel Vernaz de l'entreprise Trivella. Enchanté. Donc Pierre-Yves Beaulieu, Bronzo Perrasso, carrier bétonnier sur la région marseillaise, et aussi animateur de la commission santé et sécurité UNICEM Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse. Ok, merci. Alors j'ai juste pas vu les réponses aux... On y reviendra. Ok. Mais on va commencer d'abord, avant de revenir aux questions, par un petit rappel réglementaire, parce que quand on a préparé ces tables rondes, on s'est dit que peut-être que tout le monde ne connaissait pas l'entièreté du règlement. Et donc c'est Monsieur Haro qui va commencer sur ce rappel. Est-ce qu'on a les résultats ? Alors. Donc il y a déjà une connaissance partielle en fait de cette partie entreprise extérieure. Donc là, la question concerne donc un chantier clos et indépendant. Ce sont des chantiers un peu particuliers dans nos activités, des chantiers qui nécessitent une coordination particulière. On parlera de coordination SPS, sécurité et protection de la santé, et donc ça nécessite un plan général de coordination. Mais d'une manière générale, dans nos activités, c'est plutôt du plan de prévention que l'on réalise, parce que c'est dans le cadre de la production, quand il y a besoin d'intervenir sur un engin ou bien sur une découverte ou sur des installations ou des machines, vous rédigez des plans de prévention. Donc si on regarde le côté réglementaire, vos obligations en termes de code du travail et des décrets complémentaires du ex-RGIE, qui sont maintenant intégrés au Code du travail. Il y a 5 grandes parties. La partie inspection commune, la partie plan de prévention, information des travailleurs, permis de travail et dossier de prescription et inspection périodique. Si on regarde un petit peu dans le détail ces différents éléments, la partie inspection commune, c'est celle qui doit être réalisée préalablement aux travaux et le plus proche possible des travaux. Donc vous avez, durant cette inspection commune, divers éléments à regarder et qui sont décrits dans le Code du travail, que ce soit les secteurs d'intervention, définir clairement avec les entreprises où ils vont intervenir. Ensuite, les zones de danger que vous pouvez avoir aussi, si vous avez des bassins, si vous avez des spécificités avec les matériaux qui contiendraient de la silice par exemple. Les voies de circulation, est-ce qu'ils seront autorisés à aller sur toutes les voies de circulation ou est-ce que vous allez définir des règles particulières ? Est-ce qu'ils peuvent aller à l'extraction, par exemple, alors qu'il va y avoir un tir de mine ? Les voies d'accès aux locaux aussi. Est-ce qu'ils ont accès à vos locaux sociaux ? Est-ce qu'ils ont accès aux installations ? Si ce sont des électriciens, il va falloir leur donner un accès au TGBT, peut-être à la haute tension aussi. Ensuite, les consignes spécifiques, si vous avez des standards. Les standards, les consignes particulières, des procédures que vous souhaitez mettre en avant à l'occasion de ces interventions. Il va falloir aussi en parler à l'occasion de l'inspection commune. Et puis, enfin, il y a toute l'organisation de la prévention avec ce qu'on rappelle souvent, c'est-à-dire les autorisations, habilitations, les vérifications périodiques qu'ils devront réaliser si jamais ils ont une grue ou d'autres équipements de levage. Et puis, les modes opératoires. Donc ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les discussions avec les entreprises. Comment vous allez faire s'il faut faire du travail en hauteur, s'il faut faire du levage, si vous avez un nouveau bassin à construire, une nouvelle piste, etc. Donc ça, c'est la première partie d'inspection commune et qui se déploie ensuite en version écrite dans le plan de prévention. Donc on y retrouve à l'intérieur les phases de travaux, les moyens de prévention que vous avez définis, les différentes instructions. L'organisation des secours, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier aussi, elle doit s'intégrer au plan de prévention avec éventuellement des spécificités sur le risque incendie si vous en avez. Et puis, comment vous allez coordonner ces travaux ? Parce que ce qui est important dans la partie gestion des entreprises extérieures, c'est cette coordination. Avec, dans la coordination espèce, on parle d'un devoir de co-vigilance. C'est un peu la même chose aussi. Tout à l'heure, on évoquait la vigilance partagée. Là, c'est un peu le même point. Coordonner ces entreprises.
Une fois que le plan de prévention est rédigé, on passe à l'information des travailleurs. Là aussi, le Code du travail encadre cette partie avec le transfert des éléments vus à l'occasion de l'inspection commune, puis dans le cadre du plan de prévention, où vous allez avoir l'employeur et vous, parfois, lors de l'accueil sur site, à transmettre des infos sur les dangers spécifiques. Ce jour-là, il y a un tir de mine, donc comment on va gérer la mise à l'abri. Les mesures de prévention spécifiques, s'il y a du prêt de matériel en interne aussi, entreprises utilisatrices, entreprises extérieures. Les zones de danger particulières, les protections collectives individuelles, les rappels, les fondamentaux sur ces aspects-là. Travail en hauteur, c'est un élément principal, c'est là où on a régulièrement des accidents lors d'interventions d'entreprises extérieures. On revient aussi dans l'information sur les voies de circulation, les voies dédiées. Alors souvent, on prend le plan de circulation et on donne les informations au travers du plan de circulation. Ça ne nécessite pas d'y passer des heures et des heures à faire ces informations. Et l'organisation des secours, où se trouve la trousse de secours, si on a un défibrillateur, s'il y a des SST. Là aussi, des choses simples qui se transmettent peu dans les activités par l'employeur et souvent par vous au niveau de l'accueil sur site. Donc il y a vraiment quelque chose à mettre en place sur cette information, cet accueil sur site, pour pallier souvent à des manques de transfert d'informations. Particularité de nos activités, c'est la gestion des travaux dangereux. Donc on a un décret complémentaire de 2019 qui définit les règles sur des travaux dangereux avec la rédaction par l'employeur, donc par l'employeur de l'entreprise extérieure, d'un permis de travail qui va attester des compétences, de l'aptitude et des règles aussi de travail avec avant, pendant et après. Donc voilà, c'est ce qui est écrit dans le texte. Et les entreprises extérieures, comme les autorisations de conduite ou les VGP, ont à vous justifier qu'elles ont bien rédigé ce genre de choses. Concernant l'information, elles ont aussi un moyen dans nos activités, c'est le dossier de prescription. Donc le dossier de prescription, c'est un ensemble de documents qui transfèrent des informations, des consignes, des procédures en lien avec ce qui aurait été vu dans l'inspection commune, mais en lien surtout avec le travail à réaliser. Or, malheureusement, c'est souvent un document qui va rester dans un sac ou sur un ordinateur, mais l'idée, c'est qu'à travers ces documents, on transmette une information santé, sécurité, prévention aux salariés qui vont intervenir. Et j'en termine sur une obligation qui est l'obligation de réaliser périodiquement des inspections, s'assurer que tout ce qui a été défini préalablement soit réalisé. Donc ça, c'est à faire régulièrement, mais surtout quand il y a des modifications de tâches. C'est parfois un peu difficile de réaliser cette inspection périodique et c'est surtout à regarder par rapport au temps de travail. Si l'entreprise extérieure intervient 2 heures, on ne va pas faire d'inspection commune. Par contre, si on a des travaux qui durent 15 jours, 1 mois, 3 mois, là, il y a la nécessité de regarder si tout se passe correctement. Axel, est-ce que justement cette partie inspection périodique, c'est pas aussi le moment lorsqu'on a plusieurs entreprises extérieures qui interviennent ou éventuellement les règles que l'on a pu voir lors de l'inspection commune ou de l'établissement du plan de prévention ont changé, faire un réajustement, voire même peut-être un avenant? Oui, complètement. C'est effectivement ce moment-là qu'il faut utiliser pour faire rappeler les fondamentaux et recadrer. C'est aussi du recadrage positif, quand tout va bien, enfin quand les choses sont bien faites, bien réalisées, il ne faut pas hésiter à le dire, mais aussi les améliorations à apporter sur des pistes, sur le travail en hauteur, voilà, un opérateur qui serait sur le terrain dans une nacelle qui devrait porter un harnais et qui n'a pas de harnais, c'est un rappel qui peut être réalisé. On parle souvent des EPI lors des inspections périodiques réalisées, mais aussi sur l'organisation des circulations. Et c'est un bon moment pour le faire. Ouais. Très bien. Merci pour ce rappel réglementaire assez exhaustif. Et du coup, je crois que M. Beaulieu, justement, vous avez aussi une double casquette aujourd'hui, puisque vous avez la casquette de votre entreprise, mais aussi de la commission qui s'est chargée du guide des bonnes pratiques, de l'accueil des entreprises extérieures, oui, du passeport sécurité notamment. Passeport sécurité, voilà. Effectivement. Donc c'est une préoccupation qui date en fait au niveau de la profession. Il faut le savoir, depuis 2013 en fait, un passeport UNPG a été à destination des entreprises extérieures. C'était parti d'une région qui borde la Méditerranée, justement avec cette préoccupation d'informer les entreprises extérieures par rapport aux risques
qui était inhérent à nos activités. Ce passeport, donc, après, a fait des émules aussi au niveau du béton 3 ans après. Et en 2018, on avait fait une mise à jour de ce passeport qui, malheureusement, n'a pas eu autant de succès. Je pense que l'application de la règle RGPD avait un peu sclérosé le système. Ce qui a fait que, en 2020, juste avant le Covid, au niveau de la Commission nationale, on a décidé de lancer une réforme de ce passeport, ce qui a permis, en fait, en 2021, de lancer ce nouveau passeport santé-sécurité UNPG, qui est en fait sur la même plateforme, en tout cas le même éditeur que celui du SNBPE. Donc on a, pareil, utilisé les bonnes pratiques du béton pour l'appliquer au granulat, pour essayer aussi avoir un échange, surtout justement sur la partie entreprise extérieure, puisque on a des entreprises extérieures qui sont aussi bien en intervention sur des centrales à béton que sur des carrières, et voire même dans des entreprises qui ont la double casquette. Ce qui veut dire qu'on voulait éviter d'avoir des doublons de passeports. Donc le passeport UNPG intègre des passeports SNBPE pour éviter que les personnes repassent des modules. Donc on a défini des profils totalement différents. Donc on a utilisé aussi ce passeport pour pouvoir permettre aux entreprises adhérentes qui n'avaient pas de passeport groupe de créer des profils particuliers. Mais on a surtout focalisé sur les entreprises extérieures, parce qu'on a fait 4 profils. En intégrant aussi le transport, mais comme je sais que le transport sera évoqué cet après-midi, je vais me focaliser plutôt sur la partie intervenant technique. Vous voyez à droite l'ensemble des modules, il y en a 23. C'est vrai que ça fait un peu long, c'était souvent la remarque qu'on nous a fait, donc on a fait évoluer le système aussi en cours d'année. Mais 23 modules, vous apercevez que les thèmes, c'est quand même des thèmes importants autour des risques auxquels sont exposés les entreprises extérieures et leurs salariés, et que très souvent, en tout cas c'est comme ça que ça a été prévu, ce passeport sert de sensibilisation aux entreprises extérieures. Et d'ailleurs, c'est un des atouts de ce passeport, étant donné qu'il est gratuit, qu'il est totalement accessible pour toute entreprise extérieure. Ça leur sert aussi à faire la sensibilisation vis-à-vis de leur propre personnel. Donc, certains succès, un vrai intérêt au niveau national. Vous voyez que le passeport a plus de 30 000 passeports, alors qu'on a renouvelé le cycle des 3 ans. Il y a une répartition jusqu'à La Réunion, et je sais même qu'il est présent dans les DOM-TOM, dans les DROM maintenant. Donc, je félicite tout le monde qui est dans la salle de jouer le jeu, parce que si vous ne demandez pas le passeport aux entreprises extérieures, ils ne le passeront pas. Par contre, ça couvre quand même 80% des passeports restent les entreprises extérieures. Ça veut bien dire que cet outil, il est vraiment utile et demandé par tout le monde, sachant que dans ces entreprises extérieures, 40% concernent quand même les intervenants. Donc c'est bien aussi la cible que l'on avait identifiée au tout début. Mais aussi, vous voyez que le deuxième poste, c'est le transport. Et ça, par contre, je pense qu'on a encore de l'amélioration à faire dessus. Donc n'hésitez pas, petit rappel, à utiliser le passeport vis-à-vis de vos transporteurs extérieurs. Et puis on avait développé le porte-char, puisqu'il y a des entreprises qui font du transfert de matériel, du matériel mobile. Et puis le plateau, on a de plus en plus aussi d'activités sur des Lego blocs, des big bags, et le plateau, les agglos. Donc le plateau aussi est intéressant. Je me permets, avant de passer à la slide suivante, on avait une question en début de table ronde sur la communication. Est-ce que vous jugiez la communication avec vos entreprises extérieures bonne ? La majorité des réponses, de ce que j'ai vu, c'était plutôt moyen. Et je crois que le passeport, c'est aussi un moyen d'améliorer cette communication. En tout cas, c'est comme ça que vous l'utilisez. Ça pourrait être intéressant de faire un focus là-dessus. En termes de communication, c'est vrai que on a 2 aspects en termes de communication. Les entreprises qui viennent travailler chez nous, avec qui on va faire un plan de prévention, déjà, si vous leur demandez s'ils ont passé le passeport sécurité, vous allez dire qu'ils ont déjà une culture
On en parlait tout à l'heure du côté méconnaissance d'un milieu et donc d'un risque accru d'exposition. Donc d'avoir déjà le passeport permet déjà de balayer. Et puis en plus, ça avait été relativement bien fait. Le petit slide de début, qui n'est pas sous un quiz, représente l'ensemble des métiers des carrières, aussi bien roche massif que alluvionnaire. Donc ça veut dire que les gens qui viennent sur le site auront déjà une petite acculturation de nos métiers. Et puis le deuxième, c'est le côté intérim. Si jamais il y a des questions là-dessus, je pourrais y répondre. Mais c'est aussi un volet vis-à-vis de l'accueil de ce public qu'on peut faire passer par le passeport. Donc le passeport... Je vais abonder dans ton sens en tant que prestataire de service. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est souvent demandé. Mais par contre, pour nous qui intervenons chez différents clients et différents endroits, c'est bien d'avoir un socle commun où on a un peu les règles de base, entre guillemets. Il y a des fois des sites où il y a des règles complémentaires, où il y a, je sais pas, la circulation à gauche, par contre, c'est important, si ça existe encore, de le savoir. Mais d'avoir ce socle commun, nous, on s'en sert réellement d'accueil de notre personnel quand on les embauche. Et régulièrement, de le refaire passer, on le fait passer systématiquement, même si ce n'est pas forcément demandé. Effectivement, c'est la force de ce passeport, puisqu'il est à vocation nationale, il n'est pas régional. Donc une fois que vous l'avez passé, il est valable 3 ans. Et sur l'ensemble des sites, normalement, un adhérent ne devrait pas demander à refaire passer un passeport. Par contre, il faut avoir une vigilance sur les profils. Et ça, on en parlera pour le dernier. En plus, justement, il y avait cette application qui a été faite, alors, pas forcément très, très utilisée, mais elle existe, donc sachez-le. Quelqu'un qui vient sur votre site, vous pouvez checker directement par cette appli qui est sur les plateformes classiques, un contrôle avec son nom, son prénom, pour savoir s'il a déjà son passeport. Et puis, ça peut servir souvent quand vous avez une entreprise extérieure qui a déclaré une liste de personnel, mais qui en a oublié un ou deux, au moins de vérifier que cette personne a une acculturation déjà au risque. Et puis je vous disais, la volonté de faire avancer la sécurité pour tous, c'est aussi le thème de la journée. Ça concerne aussi bien nos salariés, mais aussi les entreprises extérieures. Et puis, on demande justement au niveau de retour d'adhérents, de faire évoluer ce passeport vers un nouveau profil. Donc il est en cours de finition de recettage. Vous aurez, avant la fin de l'année, un nouveau profil conducteur d'engin, aussi bien pour les entreprises adhérentes que pour les entreprises extérieures, ce qui permettra d'avoir un niveau intermédiaire entre le visiteur et l'intervenant technique, et donc de répondre souvent aux demandes d'entreprises comme celle d'Emmanuel, où il y a des conducteurs d'engins qui peuvent intervenir sur le site. Et je rajoute quelque chose en plus par rapport à l'intérêt sur ce passeport, c'est qu'en termes d'information et d'obligations réglementaires, ça ne répond pas à tout, mais il y a déjà un premier point qui est réalisé grâce à ce passeport en termes d'information des dangers spécifiques de nos activités. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Et puis, il y a l'autre aspect sur la sensibilisation aussi. À la sécurité, il y a les vidéos à l'intérieur. Donc, quand on veut faire un rappel lors d'une inspection périodique ou un accueil d'une personne, ou même en interne, on peut utiliser les vidéos qui sont à l'intérieur du passeport, qui sont bien faites. C'était une de mes questions, justement. Je ne sais pas si tout le monde dans la salle a déjà utilisé ce passeport. Peut-être pas. Justement, comment ça se matérialise? Il y a des quiz, des vidéos. C'est vrai qu'on n'a pas développé, mais pour répondre à la question là, c'est des vidéos avec à la fois de la vidéo pure et puis du design motion, donc de la mise en situation ou de l'explicitation sur l'ensemble des risques, et à la fin un quiz avec, par contre, c'est vrai, l'obligation d'avoir du 100%, parce que justement on a décidé d'upgrader le niveau d'exigence vis-à-vis de la connaissance des risques, et donc avec la possibilité de reboucler si jamais on avait loupé là une ou deux questions. Mais effectivement, la possibilité maintenant sur la plateforme unpg.fr d'accéder à toutes ces vidéos pour pouvoir refaire des sensibilisations derrière, des rappels pour des quarts d'heure sécurité, pour des visites périodiques, s'appuyer dessus, n'hésitez pas, c'est des formats très courts, hein, ça dure 2 minutes, 2 minutes 30 à chaque fois. Justement, donc vous l'utilisez aussi en interne pour des quarts d'heure sécurité, des sensibilisations, parce que je crois que vous l'utilisez aussi bien pour les entreprises extérieures chez vous que pour vos salariés. C'est une obligation que vous avez mis en place. Oui, en fait, après, ça dépend un peu des structures de chacun. Pour ça d'ailleurs que le passeport n'a que 20%
liées aux entreprises adhérentes. De grands groupes, généralement, ont développé leur propre plateforme d'accueil sécurité de leurs salariés pour l'accueil de leurs nouveaux arrivants. Mais justement, on a voulu aussi, par ce passeport, même si ça sort du cadre des entreprises extérieures, mais permettre aussi aux entreprises adhérentes d'avoir un outil pour pouvoir accueillir leurs nouveaux arrivants et les sensibiliser aux risques auxquels ils sont. Et dans ma structure, ça va de la secrétaire jusqu'au dirigeant qui passe le passeport, et je veille à avoir 100% de l'ensemble des effectifs et des nouveaux arrivants. Sachant que lorsque le système a des nouveaux inscrits, le référent récupère tout de suite l'information, donc on sait tout de suite si, par exemple, un intérimaire qui vient d'arriver dans la société est formé tout de suite, voire a été formé auparavant. Très bien, merci. Je pense que c'est un aspect hyper important, parce que ça donne un outil gratuit qui a l'air, au bout du jour, en tout cas il y a des vidéos, des quiz, etc. Donc c'est aussi interactif, enfin, c'est souvent ce que vous recherchez. Et moi j'ai souvent des gens qui m'appellent pour ça, pour dire on n'a pas d'accueil sécurité, ou c'est un PowerPoint et c'est un peu vieillissant. Et du coup là il y a un outil gratuit qui est à disposition de tous, notamment pour vos salariés. Donc c'est important, merci. Monsieur Vernaz, je pense que vous voulez nous parler aussi de votre application, puisque vous avez développé quelque chose. Alors, en tant qu'entreprise extérieure, vous avez développé votre propre application justement pour répondre à ces obligations réglementaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est vous qui voulez que je vous en parle. En fait, juste pour me présenter très rapidement l'entreprise Trivela, on est une structure d'une vingtaine de personnes qui interviennent sur l'arc méditerranéen. On fait du scalpage, du concassage, du criblage mobile, et puis on a des ateliers de terrassement pour faire la découverte, du raménagement, des choses comme ça, quoi. C'est important de dire ça parce que finalement, ça veut dire qu'on se retrouve avec des équipes de 2 à 5 personnes réparties entre Nice et Perpignan, dans différentes carrières, essentiellement chez des carriers, un petit peu de travaux publics, mais 90-95% de clients carriers. Et comme l'a dit tout à l'heure Axel, le code du travail a évolué et c'est plus les clients qui font les permis de travail signent un plan de prévention qui d'ailleurs on doit être autonome. Et donc, ouais, il y avait des animations, tant pis. Ah, il y avait des... Ah. C'est pas grave. Mais ouais, il y a tout qui est arrivé d'un coup. Et donc, je ne fais pas du tout de pub pour Daxiom Air, mais comme tout le monde va me poser la question, le logiciel dont on va parler, c'est Daxiom Air, c'est un logiciel du commerce, c'est une plateforme web. Ils appellent ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, une application no-code. Me demandez pas. Mais c'est que normalement, c'est facile, mais des fois, ça l'est pas tant que ça. Mais normalement, c'est plus facile, quoi. Je ne suis pas un geek et j'y arrive à peu près. Ouais, bon, donc, c'est vraiment du no-code, alors. Tout va bien. Et donc, on a développé cette application qu'on a installée sur les smartphones de l'ensemble de nos équipes. Donc, on a tout le monde qui utilise l'application. Et c'est quelque chose qui nous permet... moi, je peux faire un audit de sécurité, on peut faire une déclaration de soins, d'accident, on peut faire une demande de congé, on fait son pointage, on fait son rapport journalier, c'est extrêmement vaste. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un outil interne important. Vous imaginez la galère pour récupérer ne serait-ce que les pointages des gars, entre des gens à Nice et des gens à Perpignan et d'autres un peu vers Montélimar. Et en fin de mois, quand il fallait facturer, récupérer les productions, les tonnages faits, etc., c'était compliqué. Aujourd'hui, on a tout ça qui est vraiment rentré grâce à ce logiciel en interne. Donc, au début, on l'a fait vraiment pour des raisons de production. Et puis finalement, on a vu que c'était un outil qui était quand même très intéressant pour pouvoir le faire, l'adapter à la sécurité, et notamment à l'évolution du code du travail. Et ça nous a permis de développer des modules audit de sécurité ou permis de travail. Donc l'avantage du logiciel, c'est que sur un téléphone, on a bien sûr préenregistré nos opérateurs, nos clients, nos chantiers, etc. Derrière, on vient écrire manuellement ce qu'est l'opération. On vient définir sur le terrain avec les gens en direct l'analyse des risques. Donc on a tout qui est préenregistré avec les risques qui nous concernent. On n'a pas le risque hyperbare par exemple, mais travail en hauteur, conduite d'engin, des choses comme ça qui peuvent être mis. Et si donc il y a des travaux dangereux en plus du plan de prévention, on est capable de faire un permis de travail qu'on va signer immédiatement sur le terrain quand on s'est mis tous d'accord, manuellement sur le smartphone. Et une fois qu'on a terminé, qu'on enregistre,
ça part directement en PDF sur des adresses mail préenregistrées, notamment celle du client. Donc en termes de communication, le client est informé en direct qu'on a eu un bourrage sur la trémie et qu'on a consigné pour aller débourrer en mettant un harnais parce que c'est du travail en hauteur. Je simplifie à l'extrême, mais en gros, c'est ça. Du coup, ça répond à l'obligation du décret spécifique carrière sur l'établissement d'un permis justifié à l'entreprise utilisatrice puisqu'il va le recevoir directement sur sa boîte mail. Tout à fait. Alors, le seul hic, c'est que souvent on travaille au fond d'un trou, il n'y a pas trop de réseau, il faut remonter pour que ça passe. mais sinon, c'est tout à fait ça. Et donc, on a vraiment progressé là-dessus parce qu'il y a cet aspect réglementaire. Mais moi, je trouve quelque chose d'aussi super positif dans ce travail. C'est vraiment d'être avec les gars et de dire bon, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer, qui fait quoi, quelles mesures de prévention on prend, et après on attaque. C'est quand même un temps important en termes de sécurité. Il y a l'aspect réglementaire, mais il y a aussi l'aspect organisation et sécurité qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces et de voir vraiment les choses, quoi. Ça vous sert de briefing, quoi. C'est le oui. Pré-job briefing, finalement, que vous faites avec cette application. C'est ça. C'est le côté réfléchir avant d'agir. Exactement. Et c'est important. C'est vraiment important, tant pour les aspects organisationnels que sécurité. Et puis, ça évite aussi de se promener avec des papiers partout, la bagnole, ouais. D'avoir à scanner des choses, imprimer on ne sait pas comment, parce que je n'ai pas d'imprimante dans ma voiture. Et donc, c'est quelque chose d'assez pratique et d'assez ludique. Ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on l'utilise et on ne reviendrait pas en arrière. Ouais, puis tu as un reporting de tout ça, hein, au final, avec des tableaux Excel, et tu peux en extraire des données si tu veux. Oui, aujourd'hui, je crois que j'ai 55 000 lignes. Heureusement, il y a des systèmes de filtration. Je peux exporter le mois dernier, les permis de travail, tout ce que je veux. Et donc, en réalité, si vous regardez, j'ai juste mis, parce qu'il fait 11 pages le permis de travail, par exemple, là, j'ai juste mis quelques slides où, bien sûr, au début, on met la date, le jour de l'inspection commune, on met ce qu'on va faire, bien sûr, le site, le client, etc. Et puis après, c'est un permis de travail maintenance. Alors, j'ai mis le risque espace confiné, mais il y a bien sûr d'autres risques. Si on coche que le risque n'y est pas, il ne se passe rien. Si on appuie sur oui, ça développe un sous-menu dessous pour dire c'est quoi les mesures de prévention. Et donc, on peut écrire à la main ce qu'on a fait, ou même le dicter sur un smartphone. Et puis après, on arrive on passe tous les risques, et puis on arrive à les EPI nécessaires pour l'opération. Et derrière, la dernière slide, c'est l'avant-dernière, c'est la signature de tous les intervenants qui signent comme quoi ils sont d'accord, ils ont bien reçu les règles. Et la dernière slide, c'est la personne qui a fait le permis de travail. Or, on a limité, nous, dans notre entreprise, à 3 personnes. C'est les encadrants qui peuvent faire des permis de travail. Les gens ne peuvent pas se faire des permis de travail pour eux-mêmes, ce qui est normal. Et en final, vous ne le voyez pas là, mais il y a la liste des destinataires. Et donc, tous les clients que j'ai enregistrés, je peux l'envoyer au chef de carrière, à son responsable d'exploitation. Je peux mettre les deux. Et on envoie ça à tout le monde. Et c'est vrai que c'est pratique. Ok. Donc en fait, ces deux outils-là, Monsieur Haro, je vous pose la question qu'on vient d'évoquer. Ça répond à l'ensemble des obligations réglementaires que vous avez rapidement. Non, on est deux extrémités, quoi. Oui, on est entre la sensibilisation et l'accueil, et puis la réalisation du permis de travail, des documents qui sont liés entre faire un permis de travail et puis l'entreprise extérieure et l'obligation de communication avec l'entreprise utilisatrice. C'est ça, Axel ? Donc pas à l'ensemble. Pas à l'ensemble. Faire un permis de travail, c'est nécessaire, mais ça ne nous absout pas de faire un plan de prévention au préalable. Exactement, merci. Par contre, c'est vrai que c'est le côté interactif qui plaît beaucoup, en fait, lorsque Emmanuel présente toujours ce... En tout cas, on a déjà fait une présentation, je crois, une région. Ça a attiré l'œil à la fois beaucoup d'entreprises adhérentes, et puis ça pousse aussi à se dire que le numérique peut servir aussi dans nos métiers. Et la carrière 4.0, on commence à s'y rapprocher. Oui, il y a aussi un autre outil qui existe, qui est mis à la disposition des adhérents et qui a été travaillé par la Commission Santé et Sécurité de Nouvelle-Aquitaine, un permis de travail version un fichier Excel avec différents menus déroulants et qui permet d'éditer des PDF et de rédiger donc un permis de travail pour les travaux dangereux. Et je crois que c'est accessible aussi aux entreprises extérieures, enfin à toutes les entreprises en fin de compte. Bon, voilà. Et sinon, après, il y a des formats papier classiques que l'on retrouve, qui ont été rédigés dans de nombreuses entreprises.
c'est moins ludique au final que la partie de téléphone, beaucoup plus facile à avoir dans une poche, en particulier quand on a un rapport journalier en complément. Et puis c'est la transmission qui n'était pas forcément évidente, quoi. Oui, et puis je pense que cette partie ludique, vous, dans la salle, vous cherchez tous à engager vos équipes dans ces démarches, à faire en sorte que ces outils soient utilisés, qu'ils vivent. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, c'est important d'arriver à capter l'attention des gens. C'est moins facile avec un fichier Excel qu'avec une application qui est ergonomique, qui est bien faite, et où on a l'impression de ne pas perdre de temps. Et puis en plus, on y est habitué dans le loisir, donc voilà, c'est plus facile. Je pense que la forme est aussi importante maintenant que le fond. Oui, et puis je peux faire un parallèle. On a fait un jour une confrontation avec la CARSAT sur ce sujet-là, des entreprises extérieures. Et ils avaient fait une grosse étude sur la pétrochimie. On sait que la pétrochimie est très, très encadrée, où là, ils font réunion presque sur réunion. Donc on va dire qu'il y a le formalisme qui est ultra présent. Dans nos métiers, généralement, on est plutôt sur... il faut aller au plus proche avec les hommes et il n'y a pas forcément un bungalow où on peut mettre tout le monde autour d'une table. Donc des outils numériques comme ça peuvent permettre de faciliter le travail, aussi bien sur la sensibilisation que sur la relation, sur un permis de travail et sur un document plan de prévention. Et puis moi, sur le terrain, je vois quand même de plus en plus d'entreprises extérieures qui se sensibilisent aussi vis-à-vis des problématiques pour leurs salariés. Et, comme dit Emmanuel, ça reste quand même un peu récent, même si ça date de 2019. Mais il y a une évolution et il faut l'accompagner, il ne faut pas hésiter à les orienter vers de nouveaux produits pour que derrière, cette culture aussi sécurité chez nos entreprises extérieures s'améliore parce que ça va aussi dans l'intérêt de notre collaboration commune. Et quand on parle d'entreprises extérieures, il y a quelque chose que vous avez évoqué très rapidement, M. Beaulieu, tout à l'heure, ce sont les intérimaires. Cette population-là, qui est particulièrement exposée aussi aux risques et particulièrement accidentogène, comment on l'intègre dans ces outils-là ? Or, honnêtement, j'ai fait exprès de marquer intérimaire 4 Sangui. C'était Jean-Marc Sangui qui était un intérimaire là, qui a signé JMS. Donc c'était pour dire qu'il y en avait, mais en réalité, dans nos métiers, on en a très peu. Parce qu'aujourd'hui, pour trouver des intérimaires compétents pour conduire un concasseur, ou même un scalpeur déchargé correctement, donc vraiment, si on a un peu des congés, une surcharge de travail, on peut faire appel à l'intérim pour conduire des tombereaux, mais ça s'arrête là. Par contre, on les intègre dans le logiciel. Donc on a des licences libres, on a 2 licences qui sont là, où on peut changer le nom et intégrer les personnes. Et elles suivent le même processus d'accueil, mais on ne les laisse jamais seules. On les laisse toujours avec des gens qui sont habitués et on les met aussi dans notre application, bien sûr. Après, sur le passeport sécurité, c'est considéré, suivant les structures, comme une entreprise extérieure. Donc il y a une multitude de structures d'intérim qui sont déjà adhérentes au passeport comme une entreprise extérieure. Ils gèrent ça comme un salarié chez eux. Et puis il y a une deuxième pratique chez des adhérents qui est de les considérer comme un stagiaire, donc une personne ponctuelle dans leur structure. Ils leur font passer le passeport en tant qu'entreprise adhérente, sachant que la personne, comme c'est des codes personnalisés, peut partir éventuellement dans une autre structure et déplacer en fait son passeport dans l'autre structure en changeant juste la société de rattachement. Le passeport est totalement unique, il n'appartient pas à la société forcément, il est totalement lié au salarié, à la personne qui le passe. Donc ça nous est déjà arrivé de voir quelqu'un qui venait d'une structure concurrente et qui a intégré chez nous en tant que salarié. Il avait transféré le passeport pour qu'on puisse assurer sa gestion et le renouvellement plus facilement. Donc c'est un outil qui a été fait aussi pour permettre à des personnes qui changent de structure de continuer à porter ce passeport dans les nouvelles, toujours dans la période des 3 ans, et pas avoir l'obligation de repasser le passeport alors qu'elle l'a passé 3 ou 4 mois avant dans une autre structure. Et pas d'obligation de rédiger des plans de prévention avec les entreprises de travail temporaire. Le personnel intervient pour le compte des entreprises. Soit il est entreprise extérieure et c'est avec l'entreprise extérieure que l'on rédige un plan de prévention, soit il est salarié, il devient salarié quelque part de votre entreprise et vous avez à le gérer comme un salarié lambda. Avec un petit plus quand même, c'est que le Code du travail rappelle que ce sont des personnes à risque particulier et donc il y a ce qu'on appelle la formation renforcée qui doit être réalisée avec les intérimaires.
Très bien. Eh bien, merci, monsieur. Je pense qu'on a fait un tour du sujet assez exhaustif. Est-ce que dans la salle, il y a des questions maintenant ? Oui. Oui, j'avais une question sur l'application de contrôle du SNBPE et UNPG sur les passeports. Il est plus disponible sur les nouvelles versions Android. Et la question, c'était est-ce que vous avez prévu de refaire une nouvelle version pour qui puisse être accessible sur les téléphones mobiles pour le contrôle des passeports ? Alors, sur la partie SNBPE et UNPG ? Côté UNPG, il est plus disponible. Et SNBPE, je ne sais pas s'il avait déjà été mis en place. Eh bien, merci pour l'information, parce que la dernière fois qu'on a posé la question à notre interlocuteur chez la société qui porte le sujet, on avait fait le point avec eux, ça devait en tout cas bien fonctionner. Après, il y a des fois des problèmes de version. Donc peut-être que les dernières versions de smartphone, ils n'ont pas intégré le sujet, mais merci de l'information. On va s'enquérir très rapidement d'ici la fin de la semaine en ouvrant un joli petit ticket. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et ça veut dire que l'application est utilisée, ça me fait plaisir de l'entendre que si ça bug, c'est que vous l'avez utilisée, c'est très bien. Juste pour avoir un petit aperçu, du coup, est-ce que vous pouvez à main levée dire qui l'utilise ? Ah ouais, quand même. Non, c'est bien. C'est bien, vous êtes content. Je suis content. Ouais. Petite fierté. Vous êtes fier. Non, mais ça veut dire que le 4.0, on n'en est pas loin. Et alors, pour ceux qui l'utilisent, tout le monde l'utilise. Enfin, ça va être compliqué de répondre à la volée comme ça, mais qui l'utilise et pour ses entreprises extérieures et pour ses salariés ? Ok, donc c'est plus utilisé pour les entreprises extérieures quand même. Donc peut-être oui, que... Mais ça explique aussi le volume de 80% du passeport. Et d'ailleurs, il faut être honnête, au bout d'un an de vie du passeport, lorsqu'on a vu qu'on était déjà à 25 ou 27 000 passeports réalisés au bout d'une seule année lors de la relance du produit, actuellement on est à 30 000, sachant que c'est 30 000 personnes, hein, ce n'est pas 30 000 passeports. Il y a 35 000 passeports qui sont actuellement actifs sur le territoire. Je vous disais juste, la veille à avoir maintenant, c'est non plus le fait qu'il faut le passer, mais vérifier que c'est le bon profil, puisque comme on va avoir, je vous disais, un profil complémentaire pour la partie entreprise extérieure, veiller à ce qu'un conducteur d'engin n'ait pas passé le passeport visiteur, puisque lui, il n'a que 7 modules. Il ne parlera pas des risques spécifiques métiers du conducteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, en tout cas, moi, j'en ai une de questions. En tant qu'entreprise extérieure, ça m'arrive de passer des passeports sécurité. Et j'ai souvent une frustration. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut arriver à 100%. Et ça m'arrive de me tromper. Et de ne pas arriver à 100%. Mais je n'ai jamais d'explication. Donc, je repasse bêtement le passeport. Et en fait, je n'ai pas l'explication de où, le point que je n'ai pas compris. Alors, est-ce que chez vous, c'est quelque chose qui existe ? En fait, à chaque fois que vous avez une question du quiz, si vous avez répondu juste, vous le voyez. Et si vous avez répondu faux, vous l'avez aussi. C'est bien. Parce que moi, je les passe souvent à l'aveugle. Et du coup, ça ne m'apprend pas grand-chose quand je me trompe. Et en plus, on a même prévu pour que si jamais c'est la secrétaire qui le fait pour les salariés, de faire varier les questions et de faire varier l'ordre des réponses pour pas que ça devienne systématique. Automatique. Oui, parce que on avait un peu le souci pour le transport parce que ça reste une population qui est un peu particulière. Le module n'est pas très gros, il dure 20 minutes. Mais on organise même maintenant dans des structures des formations collectives pour faire passer le passeport, ce qui permet de sensibiliser aussi nos entreprises extérieures au même titre que celles qui interviennent à l'année. Certains adhérents l'utilisent pour leur formation annuelle où ils reçoivent l'ensemble des entreprises extérieures sur une journée. Ils leur refont passer des modules de sensibilisation. Donc utilisez vraiment, et j'allais dire même abuser des supports qui vous sont à votre disposition. Ils sont totalement open et les entreprises extérieures s'inscrivent comme elles veulent puisque c'est le SIRET. Il n'y a pas d'obligation de faire passer par une validation sur un administrateur, par exemple. Il n'y avait pas une fonction blocage aussi Emmanuel, il pourrait vous en parler. Et c'est là où c'est vachement important de bien choisir son administrateur parce qu'effectivement, si on se trompe plusieurs fois sur le quiz, ça bloque le compte.
Et donc la personne doit appeler son administrateur pour pouvoir se faire débloquer. C'est quasiment instantané, hein, puisque c'est moi administrateur dans mon entreprise, donc je le débloque très rapidement. Mais par contre, ça peut être un point bloquant si on a mis quelqu'un qui n'est pas là ou qui ne suit pas du tout, quoi. Oui, puis ça peut être l'occasion de faire un rappel sur quoi tu t'es trompé, enfin une question simple, et puis derrière une réponse pour ajuster le tir, quoi. Ouais, exactement. Il y a une question ? Ah non, c'était juste un étirement. Par contre, il y a une question. Ah, pourquoi 3 ans? J'allais vous dire, les habilitations électriques, c'est 3 ans. Et je pense qu'en termes de cyclicité, ça permet d'avoir un maintien d'une veille. Et je vais vous dire, on essaye aussi, nous, tous les 3 ans, de trouver des nouveautés ou de refaire des choses sur le passeport ou de rafraîchir. Donc ça nous laisse un peu de temps aussi pour remaquettiser ou remettre des choses. Mais je vous disais, il y a eu un gros débat entre les 18 mois, 3 ans, 5 ans. 5 ans, on a trouvé ça un peu long. 18 mois, on a trouvé ça un peu court et cyclique. Et 3 ans, on est tombé d'accord au niveau du groupe de travail. Je vous dis, l'habilitation électrique, c'est 3 ans. Après, chaque entreprise, c'est pas une obligation réglementaire, peut dire moi c'est tous les ans ou moi c'est tous les 10 ans. Ça marchera en rouge sur le logiciel, mais n'empêche qu'en interne... Alors c'est pas prévu que vous puissiez repasser un passeport, sauf si vous le supprimez au bout de 3 ans. Inscrit, ouais. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres éléments d'information aussi à passer. Le passeport, c'est qu'une étape concernant tout le chemin de l'information à transmettre, modification de poste, prescription, consigne et autres. Donc, il faut penser au reste aussi. Ouais, je voulais juste intervenir pour les 3 ans. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une partie où on a des évolutions. Enfin, Axel l'a dit dès le début. Il y a beaucoup d'évolutions réglementaires qui tournent en permanence et on se devait en tout cas de le cantonner à ces maximum 3 ans. Oui, pas 10 ans comme un K16 par exemple. Je reformule ma question parce que vous fassiez les mises à jour tous les 3 ans, ok, là, mais le fait qu'on soit bloqué pour ne pas pouvoir refaire passer avant. Alors là, je vais vous donner une solution très basique. Vous supprimez l'ancien passeport et vous lui faites repasser. Ouais, c'est très simple. Cliquez sur supprimer et après on recommence. C'est dans une optique de sensibilisation plus accrue que vous souhaitez. Et après, je crois que les modules, ils sont en libre accès. Les modules sont en libre accès, c'est-à-dire que vous voulez faire une formation complète à une population particulière. Je vous dis là, c'est tout accessible sur la plateforme unpg.fr. Plateforme-du-6 unpg.fr. Merci Jean-Baptiste. Et vous avez accès à toutes les vidéos. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir en plus d'entrer sur un module de formateur, mais ça existe. Vous pouvez lancer des formations, utiliser à outrance l'ensemble des médias qui sont à dispo, et même les quiz. Les quiz sont en ligne en PDF, donc vous pouvez l'utiliser avec l'ensemble des questions d'ailleurs. Vous pouvez même être un peu plus que le passeport, puisque le passeport, on a prévu des fois 2, 3, 4 questions tournantes avec des obligatoires. Mais sur le PDF, vous avez accès à tout. Merci. C'était juste pour intervenir sur le renouvellement du passeport. Je sais que sur SNBPE, par contre, il y a possibilité de réinitialiser son passeport sans supprimer son profil. Donc si jamais il y a besoin d'aller chercher quelque part pour la mise en place, je sais qu'SNBPE l'a déjà mis en place et je l'utilise aussi régulièrement. Merci. Merci. Est-ce qu'on pourrait avoir une version en anglais ? Parce qu'il arrive qu'il y ait des entreprises anglo-saxonnes qui interviennent et c'est compliqué, on est obligé de passer du temps à traduire pour eux. Alors là, je vais même vous dire un secret. J'ai été même déçu sur la partie textuelle, puisque j'ai découvert récemment que lorsqu'on partait textuel, ce n'était pas le texte qui s'affichait comme un sous-titrage comme on peut avoir d'un film, c'est carrément le document du script qui apparaît en bas de la page. Donc on va peut-être déjà repasser par le sous-titrage français et pourquoi pas à ce moment-là mettre plutôt un sous-titrage anglais. Ça sera peut-être plus facile à faire que de devoir retourner tous les films avec les voix, parce que certaines voix sont posées sur les vidéos et pas en live et pas posées en post-prod. Mais ça fait partie aussi des problématiques que l'on peut rencontrer aussi dans nos métiers, où on a de
des intervenants extérieurs. Et il n'y a pas que des entreprises extérieures. Nous, on se retrouve des fois confrontés avec des populations de conducteurs de poids lourds qui ne parlent pas forcément bien français. Et d'ailleurs, on réfléchit, nous, en interne, à des applications un peu comme celle des manuels, où avec un QR code, vous avez accès à des applications d'accès d'information sécurité, où là, on pourrait même avoir multilangue. Donc, c'est des applications qui existent. J'avais une question notamment donc, pour tout ce qui concerne les granulats plutôt. Donc, nous, par exemple, on en a certains qui sont conducteurs d'engins. Donc, j'ai bien compris qu'il y en avait un qui allait être spécifique aux conducteurs d'engins. Parce que notamment la partie tir de mine, on n'est pas forcément tous concernés déjà par ça. Donc, je sais que là, la vidéo, elle n'est pas très longue et il y a juste une ou deux questions. Enfin, de mémoire, mais voilà. Et pareil pour tout ce qui est risque électrique, parce que la partie électrique est quand même assez complexe. Et c'est vrai que quand on en a certains qui ne connaissent pas du tout, moi, souvent, j'ai des fois des erreurs. Donc après, au bout d'un moment, au bout de 3 fois, donc je vais aller voir, je débloque et je leur explique. Mais c'est vrai que c'est une partie qui peut être complexe et des fois qui n'est pas utile justement pour ces personnes-là. Je pense aux conducteurs d'engins, entre autres, mais il peut y en avoir d'autres. Voilà. Alors, c'est ce qui a fini de convaincre les membres du groupe de travail de faire ce module spécifique. Mais par contre, là, je reviens sur l'activité qu'a Emmanuel. Veillez à ce que quelqu'un qui fait à la fois du conduite d'engin et du groupe mobile ait le passeport plus, et pas que celui du conducteur d'engin, parce qu'il n'aura pas forcément les sensibilisations sur les angles rentrants, sur les équipements de travail fixes, que malheureusement on rencontre sur beaucoup de matériel mobile. Et puis il ne faut pas se substituer à l'information complémentaire, à l'adaptation au site. Ça va être important parce que c'est très général au final, le passeport sécurité. Il y a quand même la nécessité de faire l'accueil site. Oui, l'autorisation de conduite, qui d'ailleurs doit être délivrée par l'employeur du salarié. Et si ce n'est une entreprise extérieure, c'est Emmanuel qui fait l'autorisation de conduite, ce n'est pas l'exploitant. Oui, il y a une autre question. Bonjour. Pour la partie accueil renforcé, du coup, est-ce que vous avez des bonnes pratiques ou comment ça se matérialise chez vous ? La partie accueil renforcé reste toujours un peu compliquée. Les fiches d'accueil assez complètes avec le petit item particulier accueil renforcé, déjà c'est un premier point. Voilà, c'est surtout le déploiement du parcours d'accueil avec les spécificités, procédures d'accueil, typologigramme classique, mais après, comment on le met en œuvre sur le terrain. Dans nos activités, ça ressemble beaucoup quand même à un accueil d'un salarié lambda et d'une entreprise de travail temporaire. C'est quasiment la même chose. Mais effectivement, il faut avoir la petite case à cocher spécifique. Oui, toujours l'histoire de la traçabilité. Ok, est-ce qu'il y a des dernières questions ? Oui. Juste savoir comment vous sensibilisez les entreprises extérieures à passer ce passeport ? Comment vous arrivez à les convaincre ? Parce que moi, c'est quand même la grosse difficulté. Alors, ça va dépendre de le type de population. Il faut être honnête, lorsque vous avez affaire à des structures qui sont déjà avec une culture ou avec un certain nombre, c'est très difficile de faire ça avec un artisan qui est tout seul. Et, je vais presque dire, vous avez le pouvoir de lui dire je ne te prends pas si tu ne passes pas le passeport. Mais du fait qu'il y a quand même une volonté assez nationale, vous l'avez vu, il y en a vraiment dans toutes les régions, et très souvent les sociétés travaillent sur plusieurs départements, plusieurs régions. Si toute la profession vraiment joue le jeu, il faut être honnête, on a des grands groupes qui ont joué le jeu très rapidement sur le passeport. Du coup, leurs intervenants qui allaient chez le voisin, forcément avaient déjà fait le passeport. Donc nous, dans la structure, on l'a intégré dans le dossier de prescription. C'est-à-dire que lorsqu'ils checkent s'ils ont tout, il y a marqué case obligatoire, passeport sécurité. Et derrière, on leur demande, nous, notre fournisseur d'explosifs nous envoie tous les ans, en même temps que le plan de prévention, l'ensemble des passeports.
il y a l'aspect il y a l'aspect contractuel en fait au travers soit du contrat réalisé ou plan de prévention ou plan général de coordination dans lequel c'est stipulé il faut avoir ça, sinon vous ne pouvez pas rentrer sur le chantier. Non, mais c'est très important d'avoir d'être assez groupé la profession ensemble pour cette partie-là. C'est problématique. On a vu tout à l'heure, il y a une slide qu'a passé Pierre-Yves où on a l'ensemble des acteurs. Il y a 31 000 passeports qui sont déjà actifs. Donc on a connu cette problématique-là dès le démarrage où on dit il n'y a pas assez d'intervenants. Aujourd'hui, on a passé ce cap. Alors, il peut y avoir ponctuellement ces besoins, mais je pense que si tous les acteurs, ou en tout cas tous les carriers et les producteurs de béton jouent ce jeu-là, eh ben, on va voir encore plus augmenter cette problématique, ce nombre de passeports. Et je pense que c'est l'intérêt de la profession et notre intérêt en tant que producteur d'avoir le maximum d'intervenants extérieurs avec ce passeport. Je vais peut-être même être désagréable en disant ça, mais c'est notre obligation à tous d'être exigeants sur ce point-là. On a une possibilité, alors c'est pas la seule, effectivement, c'est une des pierres de la relation entreprise utilisatrice et entreprise extérieure. Mais si on est tous fermes sur ce point-là, moi j'ai mis dans mes conditions maintenant d'achat l'obligation du passeport. Ce qui veut dire qu'entre deux intervenants, on choisira plus facilement celui qui va aller vers le passeport. Pourquoi ? Parce qu'il aura une culture, une volonté d'avancer vers la sécurité. Et des fois, il faudra peut-être, après je vais vous dire, c'est la même chose dans nos métiers, on est confronté à une problématique de concurrence. Des fois, quand on est plus vertueux, on est plus fléché. Là, c'est le même sujet sur la santé et la sécurité. Si on flèche vers des entreprises qui sont plus vertueuses, je pense que la profession s'élèvera aussi. Je pense que ça conclut très bien cette table ronde et ça a d'ailleurs introduit la prochaine qu'on ne va pas avoir tout de suite parce qu'on a un petit quart d'heure de pause, mais qui est sur la vigilance partagée. Et je pense qu'effectivement, cette volonté d'imposer ces outils santé-sécurité à vos entreprises extérieures, c'est déjà une première brique sur cette vigilance partagée. C'est faire aussi attention à eux et à leurs salariés. Merci beaucoup, messieurs. Merci.